L'espérance de vie moyenne est d'environ 77 ans. La majorité de nos auditeurs se situe dans la tranche d'âge de 25 à 34 ans. À 25 ans, vous avez déjà vécu près d'un tiers de votre vie. Si l'on convertit les années en semaines, comme dans le calendrier de la vie du conférencier Tim Urban, vous avez déjà écoulé 1304 semaines, et il vous en reste 2711. Les 2 premières décennies sont souvent vécues sans grande responsabilité. Une chance, mais aussi une période avec peu de liberté de choix. Idéalement, vous y avez bénéficié d'une éducation et vécu avec vos parents, ce qui représente 1043 à 1200 semaines. L'âge moyen d'entrée dans la vie active est autour de 23 ans. Si l'âge de la retraite reste fixé autour de 65 ans, cela signifie que vous consacrez environ 2190 de vos meilleures semaines en bonne santé au travail. Le mot travail vient d'ailleurs du mot tripalium, qui désignait un instrument de torture. Si vous n'aimez pas votre métier, vous passerez donc plus de la moitié de votre vie à souffrir. À la retraite, avec un peu de chance, il vous reste environ 626 semaines pour profiter de votre temps libre, de votre famille et des fruits de vos efforts, ou même pour rattraper le temps perdu. Cependant, ces dernières semaines ne se vivent pas toujours dans la meilleure forme physique. Le cercle familial se réduit souvent, les pensions ne suffisent pas toujours à maintenir un bon niveau de vie, et davantage de temps est consacré à des imprévus. Dans un programme de vie souvent chargé et tracé d'avance, une question essentielle se pose: quand avons-nous réellement le temps de vivre? Convenons que vivre désigne le temps que nous consacrons à des activités dans lesquelles nous nous épanouissons pleinement. Mais quelles sont ces activités? Pour la plupart des gens, les moments où nous ne nous épanouissons pas sont ceux où nous souffrons, physiquement ou moralement, ainsi que les périodes d'attente et les corvées du quotidien. A l'inverse, un moment véritablement bien investi se passe en famille, dans le sport ou lorsque l'on est totalement absorbé par une activité que l'on aime. Ce phénomène de concentration intense appelé état de flux a été popularisé par le psychologue Mihaly. À combien de ces moments avons-nous réellement droit au cours d'une vie? À 25 ans, vous êtes peut-être très concentré sur votre carrière, ou vivez loin de vos proches. Si vos parents vivent jusqu'à vos 65 ans et que vous ne les voyez que 2 fois par an, pendant les vacances d'hiver et d'été, cela signifie qu'il vous reste seulement 80 semaines à partager ensemble. Si votre bonheur se résume aux quelques semaines de vacances annuelles, alors il vous reste 40 semaines de véritables moments de plaisir à vivre avant la retraite, contre 2046 semaines de tripalium. Si vous ne trouvez pas de satisfaction dans votre travail, il est possible que vous passiez complètement à côté de ces états de flux, ces moments d'immersion totale dans une activité que l'on aime. En observant attentivement ce calendrier de la vie, on réalise à quel point la vie peut s'écouler rapidement, sans que l'on ait vraiment pris le temps de la vivre pleinement. Il faut se rendre à l'évidence, on ne peut pas tout accomplir dans une vie. Il est nécessaire d'accepter, de définir et organiser ses priorités. Quelles sont vos véritables attentes? Qu'est-ce qui donne le sens à votre existence? Souhaitez-vous vous rapprocher de votre famille? Voulez-vous faire partie des 1% des meilleurs experts dans un domaine? Ou préférez-vous ressentir intensément la vie, explorer et peut-être faire le tour du monde? Que sommes-nous censés accomplir dans une vie? Un être vivant est une entité qui respire, échange et transforme. Un être en perpétuel dialogue avec le monde qui l'entoure. Il puise de son environnement matière et énergie, façonnant sa propre existence et s'élevant au-delà de sa simple composition physique. Chaque être vivant incarne ainsi une quête d'équilibre, un entrelacement de processus invisibles qui ensemble le font croître, se développer, se reproduire et dépérir. Les êtres vivants, c'est aussi répondre aux appels du monde, réagir aux moindres variations de lumière, de chaleur et aux innombrables vibrations de l'univers. Cette sensibilité, cette réponse aux stimuli est le premier acte de conscience. À chaque instant, la vie se modèle et s'adapte, se perfectionne et se prolonge dans un cycle d'évolution sans fin. Car la vie ne se contente pas de durer, elle se cherche, se transforme et s'ajuste sans cesse au contour d'un monde en perpétuelle métamorphose. En définitive, un être vivant n'est pas seulement une forme qui existe, mais aussi une force qui devient. Il a cette capacité à transmettre, à se renouveler et à avancer à travers l'héritage qu'il laisse. Il se distingue de l'objet car il est à la fois passage et mouvement, une parcelle de l'univers qui en quelque sorte le comprend et le prolonge. L'homme, par son ingéniosité, a transcendé les limites du règne animal, s'élevant au rang de prédateur ultime, mais aussi de créateur de monde. À travers cette capacité à transformer, il a façonné la terre et les éléments pour servir ses désirs de confort et de sécurité, refusant de se plier aux contraintes que la nature impose de forme de vie. Là où les espèces s'adaptent pour survivre, l'homme force l'environnement à se plier à ses moindres exigences.
Il reconfigure les paysages, dévie les cours d'eau, réchauffe ou refroidit les atmosphères selon ses besoins, comme s'il en était le souverain incontesté. En devenant cet être d'exception, il se place paradoxalement à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du vivant. Il vit parmi les autres créatures, partageant un corps de chair et de sang, de besoins élémentaires, mais par sa volonté de maîtrise, il semble parfois au-dessus des lois naturelles. Pourtant, cette rupture n'est qu'illusoire. Si les règles de la nature paraissent ne plus s'appliquer directement à lui, elles continuent de le lier de manière invisible. Car son destin est intimement lié à celui de la planète qu'il exploite, de l'air qu'il respire et des écosystèmes qu'il transforme. Alors, pour ce souverain paradoxal, l'enjeu est clair. Il n'y a pas de choix que de veiller sur cette nature, de la protéger, non par instinct, mais par lucidité, sachant qu'en lui garantissant l'équilibre, il assure aussi sa propre survie. Car au fond, si l'homme croit pouvoir transcender les lois de la vie, il reste, comme tout être, un maillon d'une chaîne plus vaste dépendant de ce qu'il pense dominer. L'homme, en négligeant ou en subissant ses instincts primordiaux, et en détournant le regard de sa vocation première de veilleur du monde, se fond aujourd'hui dans une chaîne individualiste qui le fragmente et l'éloigne de sa véritable essence. Tel un ouvrier, perdu dans le rouage de l'hôtel de Yubaba dans le voyage de Chihiro, il en vient à oublier son propre nom, sa propre identité, se soumettant aux attentes d'un monde qui lui dicte qui il doit être, que désirer et vers quel succès courir. L'homme, ainsi absorbé, n'est plus qu'un rouage parmi tant d'autres, obéissant au cycle effréné, sans fin ni sens. Mais la nature, silencieuse et patiente, ne s'oublie pas. Tôt ou tard, elle réaffirme sa souveraineté, rappelant à l'homme sa place et ses limites. Loin d'être un tyran invincible, la nature est un équilibre éternel qui, face aux excès et aux dérèglements, finira par redresser ce qui a été dévié, réclamant sa légitimité par des voix qui nous rappellent souvent durement que nous sommes liés à elle de façon inéluctable. Ce décalage entre ce que l'homme croit être et ce qu'il est vraiment nourrit en lui une dissonance profonde, une fracture intérieure qui se manifeste par les dépressions, les angoisses et les tristesses silencieuses qui semblent marquer notre époque. Car au fond, nous cherchons une harmonie que nous avons négligée, un sens plus vaste que les réussites personnelles. Nous sommes emportés par le courant, mais il est peut-être temps de retrouver la rive, de renouer avec cette nature dont nous avons hérité et que nous avons mission de préserver. En s'interrogeant sur ce que nous sommes censés accomplir dans une vie, on s'aperçoit que cette question, aussi vaste soit-elle, n'est peut-être pas la plus pressante. Elle marque une urgence plus profonde, plus vertigineuse, la question de la valeur même de la vie. Camus l'exprime avec une clarté brutale en affirmant que la question fondamentale n'est pas de savoir ce que nous ferons, mais bien si la vie vaut la peine d'être vécue. C'est face à cet abîme que l'homme de sens se tient, un appel irrépressible de signification se heurtant à un silence assourdissant. Le monde, dans sa beauté comme dans son indifférence, reste muet, et les journées, malgré leur succession ininterrompue, demeurent incapables de répondre à ce besoin de transcendance. Alors que reste-t-il? Peut-on donner un sens à l'absurde ou l'accepter sans résignation? La vie, dans son mouvement perpétuel, exige que chaque époque, chaque génération, renouvelle ses réflexions pour en appréhender la profondeur. Il est dans la nature même de l'homme de remettre en question l'idéologie de ses ancêtres, de briser les moules établis pour affirmer sa singularité. L'adolescence incarne ce moment charnière de rébellion, un âge où l'individu s'élève contre les vérités toutes faites de ses parents pour affirmer son propre chemin. Sigmund Freud le formulait ainsi. On ne peut véritablement devenir un homme que lorsque son père est mort. Mais comme le précise Carl Jung, cette mort peut être symbolique, une rupture intérieure où le poids des traditions cède pour permettre à l'individu de naître pleinement à lui-même. Toute volonté de transformation passe cependant par une étape de démolition. Avant d'édifier un nouveau sens, il faut, selon Descartes, déconstruire l'ancien, démanteler les systèmes de pensée hérités pour faire place à une vérité plus personnelle, plus authentique. Mais ce processus n'est pas sans conséquences. Lorsque l'ancien s'effondre, il laisse derrière lui un vide, une désorientation profonde. L'adolescence, ce temps de quête, peut ainsi plonger l'individu dans une série de crises existentielles, des épisodes de doute, voire un nihilisme nécessaire. Ce nihilisme, bien qu'angoissant, n'est pas pure destruction. Il constitue une étape essentielle,
Un passage par lequel l'individu, exposé au vide, apprend à bâtir à partir de ses propres fondations. Ce n'est que dans cette confrontation avec le non-sens que l'on découvre la liberté de créer un sens personnel, de devenir véritablement l'auteur de sa propre existence. L'angoisse qui en découle, loin d'être un obstacle, forge la personne que nous sommes appelés à être pour le reste de notre vie. En nous préparant à la responsabilité d'une existence pleinement assumée, la lumière, au bout du tunnel, bien qu'éloignée, est le point d'ancrage de notre volonté. La preuve silencieuse que toute obscurité a une fin, et que ce que l'on traverse n'est pas vain. Cette déconstruction entraîne parfois l'âme à s'aventurer sur des chemins inconnus, des sentiers solitaires et inexplorés, où l'individu doit se dépouiller de tout ce qui l'entrave pour atteindre la sagesse. Avant de devenir Bouddha, Siddhartha quitta le confort de son palais pour méditer seul dans la forêt, renonçant aux richesses et aux illusions qui avaient bercé son enfance. De même, le prophète Mohammed se retirait souvent dans la grotte de Hira, loin du tumulte de la ville, en quête d'une vérité plus haute que celle des simples apparences. Cet éloignement de la communauté, toutefois, n'a pas toujours besoin d'être physique. Il peut être une quête intérieure, un isolement de l'esprit face au diktat des idées reçues, une distance de pensée pour mieux comprendre ce qui est essentiel. Une fois cette philosophie bien établie, une fois l'essentiel discerné dans le silence, l'homme peut revenir parmi ses semblables, fort de cette connaissance profonde et de ce savoir inaltérable. C'est alors qu'il devient guide, transmettant une sagesse qu'il a puisée dans les ténèbres de son propre voyage. Ce thème du héros qui s'éloigne pour mieux revenir est un motif éternel dans les mythes et les contes. C'est l'archétype du voyage intérieur, cette errance qui forge l'âme. Aragorn, dans Le Seigneur des Anneaux, est d'abord un rôdeur, un vagabond, sans trône ni couronne, avant de devenir le roi légitime qu'il est destiné à être. Dans les paroles de Gandalf, un poème célèbre nous rappelle que tout ce qui est or ne brille pas, tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Car dans ce retrait volontaire, il ne s'agit pas de fuir, mais de se trouver, et de comprendre que la véritable richesse réside dans la profondeur de l'errance, dans cette sagesse glanée au fil des ombres et des épreuves. La jeunesse est en vérité une longue errance. Elle est cette période incandescente où l'on s'aventure sans repère fixe à travers 1000 chemins, parfois prometteurs, souvent trompeurs. C'est un voyage hésitant, fait d'essais, d'échecs, de bifurcations imprévues et d'élan naïfs. On touche à tout en se laissant enivrer par des idéaux, par des rêves qui, dans leur éclat, paraissent encore à portée de main. Mais c'est là, dans ces errances, dans ce tumulte d'expériences, que se dessine en filigrane la quête d'un sens, de ce quelque chose qui fera vibrer l'âme et ancrera l'individu dans le monde. Chaque détour, chaque illusion dissipée fait partie du processus. Chaque chute et chaque passion avortée apporte leur dose de lucidité. Une nouvelle brique dans la construction de soi. La jeunesse est cette zone d'ombre entre l'innocence de l'enfance et la lucidité de l'adulte, une période où l'on se perd volontiers pour mieux se retrouver ensuite. C'est une quête d'identité et de sens, une exploration de la société qui souvent, par ses attentes et ses conventions, semble vouloir en restreindre l'élan. Pourtant, c'est en défiant ces barrières, en osant se réinventer et s'égarer que la jeunesse trouve finalement sa place. Car cette errance, loin d'être un échec, est le chemin vers la maturité. Elle prépare l'individu à s'ancrer, sans se résigner, à trouver une place qui ne soit pas une prison, mais une terre d'accomplissement. C'est le passage nécessaire où l'on abandonne l'illusion d'un sens préfabriqué pour construire, pierre par pierre, un sens véritable qui, même s'il reste inachevé, est en harmonie avec les profondeurs de l'âme. La jeunesse, dans son errance, apprend à chercher sans relâche, et c'est cette quête, plus que le but lui-même, qui la rend précieuse et pleine de promesses. Quand l'homme décide enfin de se donner une chance et d'embrasser la vie dans toute sa complexité, il finit tôt ou tard par trouver une raison de persister. Il se prend au jeu, commence à goûter l'existence avec une nouvelle perspective. Petit à petit, des passions germent, des intérêts se dessinent et l'individu découvre ce qui le fait vibrer. Dans un monde fait de matière où tout se mesure et se quantifie, l'homme réalise qu'il doit aussi répondre à une nécessité concrète, celle de subvenir à ses besoins, d'établir un échange avec le monde par le biais de l'activité économique,
Il trouve, ainsi, ce pourquoi il peut être payé, ce qui donne à ses efforts une valeur tangible. Mais ce n'est pas tout. L'homme, dans son parcours, ressent un besoin plus profond encore, celui de transmettre, de contribuer à l'ensemble, de partager. Il découvre ce dont le monde a besoin et trouve sa place dans ce grand cycle d'échange. Et quand l'homme prend le temps de s'engager, d'apprendre, de développer des compétences, il finit par trouver ce en quoi il est véritablement doué. Et puis, si la chance sourit, il arrive un instant précieux, celui où tout s'aligne, ce que l'on aime, ce dont le monde a besoin, ce qui nous permet de vivre, et enfin ce pourquoi nous sommes doués. C'est là que se trouve notre Ikigai. Ce terme issu de la culture d'Okinawa au Japon désigne ce pourquoi l'on se lève le matin, cette raison profonde qui transcende le quotidien. De nombreuses études se penchent aujourd'hui sur la longévité exceptionnelle de cette région, souvent liée à cette philosophie de l'ikigai. L'ikigai n'est pas une trouvaille instantanée, il est le fruit d'une quête, d'une traversée de chemin, de lutte et d'incertitude. Les Japonais eux-mêmes considèrent qu'il n'est pas aisé de trouver cette raison d'être. Il faut, dit-on, traverser des épreuves, se perdre, et finalement renaître sous une forme nouvelle. Et il faut traverser plusieurs chemins pour devenir quelqu'un. Il était une fois un garçon vibrant d'énergie et d'un charme irrésistible. Il avait ce talent rare de rallier à lui tous les autres enfants, les entraînant dans des aventures exaltantes, où l'ordinaire se transformait en épopée. Il savait nager comme un poisson, courir avec la grâce d'un fauve, et son esprit brillant illuminait chaque situation. Mais ce garçon, si exceptionnel, portait en lui un paradoxe. Il refusait de grandir. La monotonie des adultes, ce carcan gris et uniforme, lui inspirait une répulsion presque viscérale. Sur son île, le seul adulte était un pirate cruel, un être marqué par une obsession maladive du temps qui passe, hanté par le tic-tac incessant de l'horloge de sa propre mortalité. Devenir comme lui, jamais. Pour ce garçon, grandir signifiait se spécialiser, se condamner à sacrifier l'infinité de ses potentiels pour n'en développer qu'un seul. Cette perspective lui était insupportable. Il préférait rester le maître de tous les possibles, même au prix de l'immobilité. Tandis que ses amis quittaient peu à peu l'enfance pour entrer dans le monde des adultes, il trouvait d'autres disciples, plus jeunes, qui voyaient en lui l'incarnation de la liberté. Mais cette liberté avait un prix, celui de ne jamais se confronter à soi-même, de fuir l'introspection, de refuser l'exploration intérieure qui forge l'identité. Le psychologue Jordan Peterson a décrit ce phénomène sous le nom évocateur du sacrifice de Peter Pan. Dans l'histoire, Peter Pan reste éternellement un enfant, insouciant et invincible. Mais dans la réalité, ceux qui refusent de grandir, de sacrifier leur potentiel infini pour s'engager sur une seule voie, finissent par devenir des enfants perdus. Pas dans le sens romantique de l'aventure et de l'exploration, mais dans celui d'une stagnation tragique, des êtres désorientés, incapables de contribuer, incapables de devenir, piégés dans l'illusion que tout est encore possible. Grandir, c'est accepter la perte de certaines potentialités pour embrasser pleinement une voie. C'est faire le choix courageux de renoncer à tout ce que l'on aurait pu être pour devenir pleinement quelque chose, quelqu'un. Cette spécialisation n'est pas une condamnation, mais une libération. Elle donne un sens, une direction, une raison d'être. Elle transforme le chaos des possibles en une création tangible, en une vie qui porte une empreinte unique. Peter Pan, ce garçon extraordinaire, avait les ressources pour recréer le monde à sa façon, mais il choisit de rester dans une enfance éternelle, où tout est possible, mais rien ne se réalise. Son refus de grandir, aussi séduisant en apparence, devient alors une métaphore poignante de notre propre peur du sacrifice. Et si nous restons figés dans cette peur, nous risquons de devenir des enfants perdus, non pas dans l'aventure, mais dans l'oubli de notre propre potentiel. La jeunesse est ce moment vibrant, où l'identité se forge dans le tumulte des possibles, où l'énergie brute s'oppose à l'idée d'une spécialisation prématurée,
C'est une période où l'on expérimente, explore, refuse encore les chaînes d'une trajectoire unique. Pourtant, cette phase d'effervescence, bien qu'indispensable, ne peut durer éternellement. Cependant, et comme l'a évoqué Carl Jung, la vie, tel un récit en deux actes, réserve sa seconde moitié à une quête tout aussi cruciale, la réconciliation avec cet enfant intérieur que nous avons dû laisser derrière pour avancer. C'est là une lueur d'espoir pour ceux qui, un jour, auront eu le courage de faire le sacrifice de Peter Pan. En acceptant de canaliser leurs multiples potentiels dans une seule direction, ils ouvrent la porte à une promesse inattendue, celle de retrouver plus tard cette étincelle d'émerveillement et de créativité. La maîtrise acquise dans un domaine ne ferme pas les autres portes. Elle offre au contraire les clés pour les rouvrir, mais avec une profondeur et une maturité que seule l'expérience peut apporter. Cette idée résonne profondément dans nos récits mythiques. Bilbon Saké, qui semblait condamné à une vie confortable et sans éclat, reçoit l'appel de l'aventure à 50 ans, sous l'impulsion de Gandalf. Walter White, dans Breaking Bad, redécouvre un potentiel enfui à travers une transformation radicale, à un âge où beaucoup croient déjà leur chemin tout tracé. Ces récits nous rappellent que le sacrifice du potentiel, loin d'être une fin, est en réalité une préparation, une gestation nécessaire pour un retour triomphal vers la richesse des possibles. Dans cette perspective, se spécialiser n'est pas un renoncement définitif, mais un acte de foi. C'est croire en la possibilité de revenir un jour à l'enfant intérieur, non plus avec l'insouciance naïve de la jeunesse, mais avec la sagesse et les outils accumulés au fil du temps. Sacrifier son potentiel, ce n'est pas l'enterrer, mais l'investir, pour qu'un jour, dans la maturité de la vie, il renaisse avec une puissance nouvelle. Concrètement, comment se spécialiser ? Cette question essentielle trouve des réponses multiples selon les trajectoires de chacun. Certains se dirigent vers des études rigoureuses, d'autres plongent dans la richesse d'un métier artisanal. Mais quelle que soit la voie choisie, l'idée fondamentale reste la même, l'acquisition d'une compétence comme fondement de l'identité adulte. Robert Greene, dans sa sagesse tirée des maîtres de tous horizons, suggère que la vingtaine doit être consacrée non pas à la recherche immédiate du confort ou de la richesse, mais à un apprentissage profond et immersif. C'est l'âge où l'effort prime sur la récompense, où l'investissement dans le savoir et la pratique prépare le terrain pour une vie significative. Selon Jordan Peterson, il arrive que le chemin emprunté mène à une impasse. Cette découverte éclaire sur ce que nous ne voulons pas. Au fond, l'erreur est préférable à l'inaction. C'est dans l'action que l'homme se révèle, qu'il expérimente, qu'il grandit. Les chemins inexplorés sont des promesses, et ceux qui ne mènent nulle part ne sont que des invitations à emprunter de nouvelles routes. Ainsi, mieux risquer l'erreur que de s'enfermer dans la stagnation. Se lancer, oser, même au prix d'un détour inutile, c'est choisir la vie, dans toute son imprévisibilité. Car chaque pas, même hésitant, nous rapproche un peu plus de ce qui nous définit véritablement. Pour Greene, la clé de la spécialisation réside dans l'équilibre subtil entre exploration et discipline. Il préconise de suivre deux voies. Une principale, solidement ancrée dans l'apprentissage d'une compétence majeure, et une seconde plus légère, plus passionnante, qui nourrit la créativité et prévient l'épuisement. Se focaliser exclusivement sur une seule direction risque de conduire à l'usure psychologique qui éteint la flamme intérieure. À l'inverse, s'éparpiller dans trop de directions trahit la peur du sacrifice de Peter Pan. Cet acte nécessaire pour transformer le potentiel en expertise véritable. Deux voies, et non une de plus, offrent ce parfait équilibre entre le sérieux et le jeu, entre l'approfondissement et la découverte. Ce modèle, au-delà de son pragmatisme, ouvre des horizons inattendus. En jonglant avec ces deux axes, en nourrissant la curiosité dans un domaine tout en bâtissant une maîtrise dans un autre, on peut parvenir à des synergies insoupçonnées. L'histoire regorge d'exemples où le croisement de deux disciplines a donné naissance à une troisième, un champ nouveau avec des limites encore inexplorées. Les plus grandes révolutions ont souvent jailli de ces alliances improbables. La musique de Bach, fruit d'une rigueur mathématique mêlée à une sensibilité artistique,
ou les avancées de Léonard de Vinci, où l'art et la science dansent en harmonie. Se spécialiser, ce n'est donc pas s'enfermer, mais tracer un chemin personnel dans l'univers infini des possibles. C'est investir dans des compétences qui demain ouvriront des portes inattendues, parfois même là où aucun seuil n'existait encore. C'est apprendre à danser avec ses choix, à faire du sacrifice une promesse et à bâtir dans le silence et l'effort les bases d'une existence extraordinairement unique. La vie, en essence, est tissée de petites unités, de journées discrètes qui, accumulées, façonnent le destin. La grandeur, si elle est recherchée, ne surgit pas d'un seul coup d'éclat, mais se construit patiemment dans l'humilité du quotidien. En travaillant chaque jour, avec intention et constance, cette quête devient une habitude, une seconde nature. Cette transformation repose sur une merveilleuse capacité du cerveau, la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, cette aptitude à créer de nouvelles connexions neuronales en fonction de ce que nous faisons et apprenons, est le moteur de notre évolution personnelle. Toutefois, elle tend à diminuer avec l'âge, car l'adulte, souvent ancré dans des systèmes de pensée et des routines solidifiées, trouve plus difficile de modifier ses habitudes. Mais difficile ne signifie pas impossible. En répétant une action suffisamment longtemps, un nouveau chemin neuronal émerge et cette action, laborieuse au départ, finit par devenir presque naturelle. C'est ainsi que naissent les routines, parfois déclenchées de manière aussi automatique qu'un réflexe. Par exemple, revisiter un lieu d'enfance peut raviver d'anciennes habitudes enfuies dans les méandres de notre mémoire. Cependant, ce mécanisme présente un danger. Le cerveau, par nature, recherche la facilité et la prévisibilité. C'est pourquoi les mauvaises habitudes s'installent souvent plus aisément que celles qui exigent discipline et effort. Alors comment inverser ces tendances et faire du cerveau un allié dans la poursuite de nos objectifs? Le psychologue Anders Ericsson a consacré sa carrière à étudier la maîtrise et à formuler une théorie désormais célèbre. Il faudrait environ 10 000 heures de pratique délibérée pour exceller dans une discipline. Et d'autres chercheurs comme Idriss Aberkan niant cette perspective et proposent une gradation plus accessible. Selon lui, 5 heures suffisent pour entrer dans un domaine, 50 pour devenir autonome, 500 pour pouvoir l'enseigner, 5000 pour prétendre à une reconnaissance internationale et 50 000 heures pour atteindre le statut de trésor national vivant. Chaque heure investie, chaque effort consenti participe à forger un chemin neuronal, une expertise et en fin de compte une vie qui reflète nos aspirations les plus profondes. La clé réside dans l'engagement et la persévérance, car la grandeur n'est rien d'autre qu'une habitude cultivée avec patience. La vie, dans sa simplicité essentielle, est faite de journées qui s'écoulent inexorablement. Et notre véritable pouvoir réside dans le moment présent. Chaque instant est une opportunité, mais aussi une responsabilité, car le temps, ressource la plus précieuse, est compté. Alors, qu'est-ce qui est essentiel à la vie? Si la famille est une priorité, il faut planifier des moments pour se réunir, cultiver ces liens irremplaçables. Si l'apprentissage et le progrès sont au cœur de nos aspirations, il faut leur dédier des routines, petites, mais consistantes, qui transforment le rêve en réalité. Avec un peu de chance et beaucoup d'efforts, on découvre sa vocation. Mais lorsque cette révélation tarde, il faut avoir le courage de faire le sacrifice de Peter Pan, d'abandonner le confort des 1000 possibles pour embrasser la rigueur d'un seul chemin. Enfin, il faut garder en tête cette vérité profonde. La vie ne peut être pleinement comprise qu'en regardant en arrière, mais elle se construit en avançant. Ce que nous faisons ici et maintenant, avec intention et engagement, est ce qui finira par nous définir.